Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Startup Brunch. Dans cette émission, je vais interviewer Nicolas du Startup Studio Unity pour parler des choix techniques et notamment de comment ça se passe à l'intérieur d'un Startup Studio. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Startup Studio, ne vous inquiétez pas, on va demander à Nicolas de nous présenter tout ça et de présenter ce qu'ils font chez Unity. Alors, bonjour Nicolas, bienvenue. Salut Christopher, bonjour à toutes et à tous. Comment tu vas? Très bien, merci. Il fait beau, nous on n'est pas confinés, donc ça va très bien à Rennes. Oui, tu l'as pas précisé, on est un Super. Startup Studio à Rennes. Exactement, tu fais bien de le préciser. Super. Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter toi et puis ensuite, bien évidemment, on va présenter Unity. Oui, bon, on va faire rapide pour moi, hein, c'est pas le plus intéressant. Donc Nicolas Letulier, 47 ans, dont 37 ans à faire du développement, plus par passion que par métier. J'ai d'ailleurs fait assez peu d'études là-dedans parce que à l'époque c'était compliqué et puis c'était pas forcément mon truc. Moi, j'étais à mettre les mains dedans. Et un parcours assez typique de développeur. J'ai tenté des incursions dans la gestion de projet, mais c'était clairement pas mon fort. Au final, j'ai fait plutôt de la direction technique de projets de plus en plus gros, jusqu'à commencer à me lancer en freelance au début 2000, après l'explosion de la bulle d'Internet où ma boîte avait fait faillite. Et puis, j'ai eu quelques aventures entrepreneuriales dans différents sujets. Alors bien sûr toujours rapport à l'IT, Ouais. jusqu'à être CTO de la filiale immobilier du groupe Price Minister à la belle époque de Price Minister en 2007-2010, avant qu'il soit racheté par les Japonais. Et puis depuis, j'ai également créé en 2010 un éditeur de logiciels pour le métier de l'immobilier, éditeur de logiciels, créateur de sites web. J'ai équipé pas mal de gros réseaux. Une boîte que j'ai revendue en 2015. Et en 2016, j'ai lancé Unity Startup Studio avec Loïc Défense, mon associé. On est à 55 ans dans le projet, très complémentaire, et ça fait 4 ans maintenant et on s'entend toujours aussi bien, ce qui est une très bonne nouvelle. Ce qui est effectivement probablement le résultat d'un très bon choix de cofondateur sur le début et d'un travail peut-être aussi sur le long terme pour maintenir Ouais, cette complètement. cohésion. Ouais. Ah, c'est une sorte de mariage. Il faut faire des efforts et des concessions de chaque côté. C'est ce qu'on dit souvent. Avant peut-être de revenir rapidement sur Unity, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un startup studio? Pour une startup, dans l'inconscient collectif, en tout cas, on pense tous savoir à peu près ce que c'est dans la tech, mais un startup studio, qu'est-ce que c'est? J'ai envie de te dire qu'il y aura autant de définitions de startup studio qu'il y a de startup studio, chacun avec ses spécificités. Mais en gros, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on va le définir, c'est qu'on est une fabrique à startup. C'est-à-dire que on va lancer des startups, c'est-à-dire des sociétés, parce que finalement, une startup, c'est quoi? C'est une société à but commercial et dans le digital, bien sûr. Et nous, on essaie de le faire de manière récurrente en mutualisant des compétences, des expériences. Alors dans différents domaines, on va pas non plus explorer des centaines de domaines différents. On va plutôt explorer des secteurs d'activité dans lesquels on va chercher des idées de produits digitaux et que l'on va lancer à la fois en conception, idéation, en marketing, en développement technique évidemment et en croissance pour les rendre de plus en plus autonomes, pour qu'elles vivent leur propre vie. Et puis nous, Startup Studio, on se focalise sur des nouveaux projets parce que c'est notre métier, c'est de lancer des projets. Alors notre objectif, c'est bien sûr que la plupart de ces projets ne se cassent pas la figure trop rapidement, et bien au contraire. Donc on va passer beaucoup de temps sur l'idéation, la conception, avoir le meilleur product market fit pour limiter la casse et que les startups finalement deviennent un peu plus grosses et vivent leur vie de manière autonome en les accompagnant pendant 2-3 ans, le temps qu'elles construisent leur équipe et leur stratégie propre. Ok, super. Alors, tu le sais, on est dans une émission qui est plus à destination des devs, hein, des techs, et on est tous les deux, je pense qu'on peut tous les deux se définir comme des geeks. Il y a des choix à faire techniques quand on monte une startup. Là, c'est quand on monte des startups. Alors peut-être ma première question, c'est
Est-ce que toutes les startups ont la même stack technique? Est-ce que toutes les startups ont une stack technique qui est totalement différente? Tu as parlé de mutualiser des choses, mais voilà, d'un point de vue technique, jusqu'où on va d'un point de vue mutualisation? C'est vrai qu'il y a plusieurs aspects, bien sûr, là-dessus. Il va y avoir déjà le côté compétences des équipes, parce que Unity Startup Studio, finalement, c'est une équipe de 25 personnes aujourd'hui, à peu près, dont seulement un tiers de dev. Le reste, c'est des profils marketing, chef de projet, etc. Donc, on est finalement une petite équipe de dev et on n'a pas forcément énormément de compétences diverses et variées. Donc, déjà, on est restreint par les compétences humaines. Et puis, c'est clair qu'en termes d'optimisation, on veut que les membres les devs puissent intervenir assez rapidement sur tel ou tel projet en fonction des moments, parce que forcément, ils n'ont pas tous le même niveau d'avancement et donc les mêmes besoins en termes de technique ou en termes de. Alors, on va faire beaucoup de build plus que du run, mais à un moment, il faut jongler avec les projets. Donc, on va clairement miser ça sur les hommes. Après, c'est une sensibilité. Moi, j'ai la chance d'être le CTO d'un petit peu de toutes les startups et je chapeaute les CTO des startups quand elles en ont. Donc moi, ça va être mon expérience propre. En 25 ans d'expérience professionnelle, forcément, j'en ai vu des technos. J'essaye d'être le plus pragmatique possible. Bien sûr, il y a toujours des technos qui sont hyper hype, hyper tendance parce qu'on fait des choses vite et bien. Maintenant, comme nos startups, elles ont quand même vocation à s'inscrire dans la durée, on essaye de trouver la balance entre le vite et bien et le pérenne, évolutif, scalable pour pouvoir monter à plusieurs centaines de milliers, comme sur certains de nos projets, de milliers de visiteurs par mois. Et donc, on est obligé de se caler sur ces contraintes. Donc moi, personnellement, depuis longtemps bossé sur des technos Microsoft en ayant exploré justement d'autres voies. En 2000, ça faisait déjà une bonne dizaine d'années que je bossais dans le dev professionnellement quand .NET est arrivé. Et au début, je n'ai pas apprécié outre mesure. Les alternatives ne me plaisaient pas plus que ça. PHP, j'ai fait du Cold Fusion, j'ai fait du Java, j'ai fait toutes sortes de grosses techno legacy, parfois un peu oubliées. Et c'est vrai que quand ASP.NET est sorti quelques années plus tard, j'ai un peu plus aimé. Mais c'est vraiment lorsque .NET Core est sorti, donc ça devait être en 2014, 2015, un truc comme ça, que ça a été une révélation et une révolution dans nos techniques à la fois de développement et de hosting d'infrastructures pour tout ça, avec bien sûr toute la partie dockerisation. Mais .NET Core, pour nous, ça a été vraiment un cap très important. Presque en termes de recrutement, on cherche bien sûr des devs qui ont plutôt la tête bien faite que une expérience sur une techno en particulier. Donc, on a recruté pas mal de monde. On est monté, je pourrais en reparler tout à l'heure, mais jusqu'à 15, 17 devs, un truc comme ça. Et donc, forcément, tous ne connaissaient pas le .NET Core quand ils arrivaient, mais étaient des experts en Java, en PHP. Et au final, la plupart, si ce n'est tous, ont dit ouais, .NET Core, c'est quand même vachement bien foutu, c'est cohérent et souvent, et surtout avec des projets open source, c'est un peu le manque de cohérence entre toute la chaîne DevOps qui pêche. Parce qu'on parle pas que du langage, on parle du framework, de l'écosystème. Et donc, voilà, moi, en tant que CTO et cofondateur de la société, j'ai pris le parti de pousser les technos Microsoft, que ce soit pour le dev, pour la gestion de projet et pour l'infrastructure. Donc, on reste cohérent sur cette chaîne DevOps. Même si, bien sûr, on fait des incursions chez d'autres partenaires, chez d'autres fournisseurs, et on arrive à trouver de la complémentarité. Ça, c'est bien sûr un des avantages de la plateforme Microsoft qui est quand même super ouverte. Ok. Donc, si on détaille un petit peu plus les grosses briques, on dirait que tu as dans vos projets. Donc, en général, j'avais compris qu'il y a du .NET Core. Il y a quoi par-dessus? Parce que .NET Core, c'est un framework, mais en termes de framework de dev, est-ce que c'est du Xamarin, du ASP.NET MVC, du Blazor, du WebForms? On n'en a plus sur…
L'objectif les fondements d'une startup, c'est de tester et d'apprendre. Donc, une startup, déjà, elle apprend et elle teste et elle apprend. Nous, aujourd'hui, on a dû lancer 7 ou 8 startups en 3 ans. Donc, on a fait énormément de conneries. Euh, et notamment, une des grosses conneries à la base, c'est de choisir une techno sympa, sexy, etc., mais qui soit difficile à faire évoluer, à faire shifter. Parce que au final, parce que moi j'ai la double casquette de tech et business, le plus important dans une startup, c'est de savoir shifter rapidement parce que on va saisir les opportunités et surtout on va pouvoir tester le produit auprès des utilisateurs et on va se rendre compte que l'utilisateur il va pas du tout là où on l'attendait et donc il faut abandonner rapidement ce vers quoi on allait et développer des nouvelles solutions, des nouvelles features et ça voilà, très, très rapidement. Donc, on a plutôt eu tendance ces dernières années à simplifier la stack technique, notamment en phase de MVP, donc MVP, Most Valuable Product. Moi, j'aime bien la notion de MLP, Most Lovable Product, Ouais. parce que finalement, c'est les utilisateurs qui décident et les utilisateurs vont choisir un produit pour lequel ils ont de l'appétence. Donc, même à deux produits qui vont rendre des services similaires, ils vont aller plutôt vers le produit sexy, en tout cas vers lequel qu'ils apprécient. Donc dans cette phase de MVP, MLP, on a besoin d'aller vite et on n'a pas forcément d'avoir des énormes stacks hyper sexy avec notamment des rendus hyper dynamiques, etc. Après, ça, c'est notre positionnement en tant que startup studio. On adresse des marchés principalement sur l'intermédiation, la mise en relation entre un fournisseur de services et un client final. Donc, il n'y a pas de complexité en termes du UX, du UI là-dedans. Il n'y a pas besoin d'hyper performance, etc. On a plutôt besoin d'améliorer l'expérience utilisateur, tout ce qui est l'onboarding, tout ce qui est l'UX plus que l'UI et a fortiori de la techno. Donc aujourd'hui, clairement, les phases de MVP sont souvent des phases aussi de test d'appétence du marché qu'on va faire en ASP.NET Core MVC. Alors, en fonction de l'ampleur du projet, on va mettre des API derrière, évidemment. Pas forcément, parce que ça peut être très lourd, notamment la couche de sécurisation peut être lourde. Alors, bien sûr, il y a des simplifications grâce au framework .NET, mais parfois, c'est beaucoup plus long de mettre une couche d'API, surtout lorsque après ton API, bah forcément, tu as ton contrôleur, ton service, ta couche d'accès aux données, etc., ton entity framework au bout. Donc, ça peut être très complexe en termes de couches et donc forcément contre-productif pour aller vite. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos projets en phase de MVP, donc c'est les 6 à 9 premiers mois, en gros, c'est une release par semaine. Donc, Ouais. il faut que ça aille très vite. On peut pas se permettre de rajouter des couches à outrance. Donc c'est beaucoup de ça, des bases de données SQL Server. Alors bien sûr, on a fait des expériences sur d'autres technos qui sont hyper sexy, hein, Elasticsearch en l'occurrence, mais au final on s'est rendu compte que sur les projets que l'on faisait, rajouter une couche d'Elasticsearch, c'était rajouter forcément toute la couche la couche qui maintient les index Elasticsearch, puis la couche d'interrogation, etc., pour au final arriver à souvent des features auxquelles on peut répondre avec des simples requêtes SQL, peut-être un peu complexes, mais des requêtes SQL. Alors, c'est peut-être pas aussi rapide, mais au final, quand on est en mode MVP, on s'en fiche un petit peu que la réponse arrive en 300 millisecondes plutôt qu'en 30. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que l'utilisateur va accrocher au service. Donc voilà, on simplifie ASP.NET MVC, des API éventuellement en .NET Core Web API évidemment, une base SQL Server et puis après pour il y a des applications sur lesquelles on a fait également du front, que ce soit du Vue.js, du React.js, et on continue, hein, mais plutôt en phase numéro 2, quand on a validé un petit peu le marché, on fait plutôt une version 2 ou 1,5, parce que si on a été assez intelligent, on a quand même découpé le code pour que ce soit rapidement apaisable, ce qui est possible aussi, hein, au final. Et donc, la V1,5 va pouvoir être en Vue.js, en React.js,
voire en React Native quand on fait du mobile. On regarde évidemment Flutter et notamment Flutter 2 très récemment pour la partie mobile, mais on retombe toujours sur la question de mutualisation des compétences. Quelque chose que j'ai pas précisé tout à l'heure, mais toutes nos startups ne mutualisent aucun code. C'est-à-dire que on n'a pas un socle technique, un framework Unity qui soit sous toutes les startups. Déjà, je pense que c'est pas productif parce que chaque startup va avoir ses propres spécificités et finalement ton framework de base, il va avoir plein de conditionnels. Ah bah ouais, mais si je suis en startup 2, il faut que ça fasse différemment. Donc il y a déjà cette couche de complexité que ça va rajouter. Et puis il y a la question, clairement la question de la propriété intellectuelle. Si on a un framework de base, la startup ne peut plus vivre sa vie sans ce framework de base. Alors que nous, on veut que ce soit vraiment des capsules éjectables. C'est pour ça que chaque startup va avoir son DevOps, son propre Teams, son tenant Azure si besoin, et sa propre propriété intellectuelle, parce que c'est important de pas avoir à se poser des questions lorsqu'on va lever des fonds, lorsqu'on va vendre la startup, à qui appartient ce bout de code, et s'il faut détricoter tout ça au bout de 2 ans, bah, ça commence à être un peu compliqué. Ça, c'est pour la partie dev. Bien sûr, toute la partie gestion de projet, c'est assez du classique, hein. Les devs sont sur Azure DevOps avec, bien sûr, bon, le système Git qu'on ne présente plus, et puis des pipelines de build. On fait de la CI, on fait pas de CD complètement automatisé, mais les devs font leur propre releasing après les phases de test de la CI. Et en gros, il a juste à faire deploy et puis enfin release, et puis la plateforme part en production dans les 5 minutes. C'est quoi? C'est en production. On a une partie App Service Azure, mais de toi à moi, il y a des fois pour avoir un niveau de performance et de simplicité, bah, il faut mettre un peu la main au portefeuille. Et donc on en est revenu sur certains. Il y a des startups sur lesquelles on était comme ça en App Service, et puis on arrivait à 1 000 € par mois juste en ressources Azure. Donc on a dit stop. Donc aujourd'hui on est plutôt sur la partie Azure, on va plutôt héberger les bases de données SQL Azure, parce que la simplicité du déploiement, les backups, enfin on n'a pas à gérer tout ça, la scalabilité évidemment, et puis toute la partie hosting, on a des serveurs en data center en région parisienne. Pas chez OVH, heureusement, et sur lequel on déploie en gros des VM pour chacune des startups. Donc, soit une VM si c'est une petite startup, soit plusieurs VM, back-end, front-end, etc. Et puis, on met des images Docker là-dessus. Et puis, finalement, les conteneurs sont attaqués par un frontal, un reverse proxy Nginx très basique. On a, pareil, simplifié pas mal de choses. On a fait du traffic, on a mordu la poussière sur plein de sujets, notamment de load balancing. Aujourd'hui, on fait du simple, efficace, mais au moins les devs sont vachement autonomes sur le releasing et sur la maintenance. Donc voilà, Ouais, et puis la gestion de projet, j'ai dit DevOps, mais comme un projet de startup, c'est pas que du dev, c'est du marketing, c'est du gros, c'est du finance. On base beaucoup, enfin toute la boîte aujourd'hui tourne sur Teams, c'est notre seul outil de travail collaboratif. Alors c'était même avant le confinement, parce qu'on a commencé comme beaucoup de startups dans un espace de coworking, et merci la French Tech Rennes Saint-Malo de nous avoir hébergés pendant un an et demi. Et donc on était chez les uns, chez les autres. Donc dès la base, on n'avait pas de serveur de fichiers ici ou là, donc on a tout sur SharePoint, Teams, et donc nos tâches, c'est du planeur aujourd'hui. On a essayé pas mal de choses, Asana, Trello, etc. Puis finalement, on revient à quelque chose de le plus cohérent possible en faisant des choix. Même pareil, on a arrêté Slack parce qu'on avait des messages qui arrivaient partout, on ne sait plus gérer. Et donc finalement, il y a 1 an et demi, on a tout migré sous Teams. Yeah. Donc, ce que je retiens finalement, c'est la majeure partie de l'activité, c'est sur le début de la startup. Donc, effectivement, comme tu disais, il faut savoir shifter,
casser, refaire des choses très très vite avec un cycle de release qui est assez court, parce que des releases toutes les semaines, mine de rien, toutes les équipes, même toutes les startups le font pas. Avoir une cadence de release toutes les semaines, avec du coup des choix qui sont simples et très pragmatiques, qui sont peut-être un petit peu éloignés de Vue.js, GraphQL, déployés dans du Kubernetes, enfin voilà, des choix techniques, je veux dire à la mode, hein, qui peuvent être intéressants pour certains cas, mais vous, finalement, le choix est un petit peu à l'opposé de ce spectre. C'est ouais, des technos qu'on est bien, qui nous permettent d'aller vite, quitte à faire quelques petites concessions sur notamment la performance, de ne pas avoir une UI qui est si réactive que ça, mais finalement, pour plein d'applications, quand tu es dans cette phase-là de recherche, avoir entre 50 millisecondes et 250 millisecondes de temps de réponse, finalement, c'est pas le souci, c'est pas la question à cette étape-là. Et donc, finalement, des choix simples s'avèrent a priori payants, de ce que je comprends. Oui, et puis ça ne nous empêche pas de faire de la R&D en permanence pour voir comment on va faire évoluer tout ça. Et de temps en temps, on dit, bah tiens, on a cette techno ou cette manière de travailler qui est sexy, on va la basculer sur tous les projets. Là, le dernier gros chantier, c'était l'environnement de dev. Finalement, pareil, on est très agnostique sur le matériel, donc on a des développeurs sous Windows, sous Linux et beaucoup sous Mac, grâce à .NET Core multiplateforme. Et on avait quand même besoin d'avoir des environnements de dev assez puissants, assez rapides. Et on s'est rendu compte que finalement des VM en data center sur des disques SSD et du Big Xeon Hexacore, bah, ça marche mieux que un petit laptop sous Linux. Donc, on a mis en place toute on utilise VS Code en dev container en data center par un VPN WireGuard. Et donc, on a passé tous nos projets comme ça en dev container, ce qui permet, encore une fois, aux devs d'intervenir d'où ils peuvent et notamment, enfin, d'où ils sont en télétravail, en étant dans le data center de dev. Donc, on a cloisonné toute la partie dev et prod. Et puis, ils ont des VM de 32 gigas en SSD à 1 gigabit seconde et ils sont contents parce que finalement, le build de leur appli, et il prend 10 secondes au lieu de 40, mais comme on en fait quand même quelques par jour, c'est intéressant. Puis pareil, on est pragmatique. Aujourd'hui, ça me coûte moins de temps, moins cher de faire une VM par développeur plutôt que d'essayer de mutualiser une méga VM avec les problèmes d'environnement, etc. Donc, et puis c'est un truc qui marche bien, notamment avec les DNS. On a mis en place des DNS en point mine qui vont être pour chaque développeur, mais qui va pointer sur une machine de dev différente et comme ça, tous les devs ont la même URL, éventuellement avec les certificats SSL qui vont bien. On n'a pas besoin de s'embêter à déployer un environnement dev parce que quand un dev doit intervenir sur un projet, si on doit mettre 2 jours à lui configurer son environnement dev parce qu'il est pas en 5.0 mais il est en 3 points et puis le mec il avait pas le SDK qui va bien, etc. Parfois c'était ça, 2 jours pour monter. Ouais. Eh bien là, avec le dev container, c'est un Docker pool de l'environnement dev et puis en 5 minutes grand maximum, le mec il est monté sur l'environnement dev, ce qui est plaisant pour moi en tout cas. Ouais, c'est clair. Et je pense pour le dev et d'un point de vue de l'entreprise, en l'occurrence ici les startups, c'est effectivement l'arrivée des dev containers, un changement de paradigme finalement sur beaucoup de choses. J'aimerais revenir sur un petit sujet. Donc, tu as dit qu'il faut savoir shifter très rapidement et surtout dans cette phase-là de construction du minimum lovable product ou du MVP pour les autres, mais avec la distinction que tu faisais et ton appétence pour le lovable product. Et tu as dit aussi que finalement, les devs ne représentaient, je crois, qu'un tiers de tout l'effectif. Ça veut dire que tu as, je suppose, beaucoup de gens qui vont travailler justement sur l'attraction, sur les features qu'il faut développer, etc. Dans ce cas-là, il y a besoin de data, je suppose, pour faire des choix pertinents.
Ah bah, complètement, on est piloté par le ROI, enfin c'est même pas de l'investissement, c'est pas, on est piloté par la traction. Donc oui, un tiers de l'équipe sur les 25 personnes va être du dev, un tiers de web marketing, gros hacking, et puis le reste c'est la gestion des projets, toute la partie conception, la partie lab aussi. Mais et donc le marketing, il a clairement besoin de métriques en permanence, et nos chefs de projet aussi, hein, ils passent leur journée à regarder comment réagit justement la dernière campagne Facebook, Instagram, Google Ads ou quoi que ce soit. Et donc, on impose, et c'est peut-être là où on mutualise aussi pas mal de compétences entre les projets, à mettre en place du tracking un petit peu partout et pas que mettre le tagage Google Analytics. Ça, c'est la moindre des choses. Mais après, bien sûr, il y a Pixel Facebook pour les campagnes Facebook, mais ça suffit pas parce que ces outils vont souvent être très orientés visiteurs, mais pas forcément utilisateurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est savoir d'où vient l'utilisateur qui s'est inscrit parce qu'on a un processus d'onboarding qui va durer 10 minutes, de quelle campagne, et peut-être même stocker le first time tracking, par quelle campagne il est venu sur la première fois sur le site, qu'il a laissé son email, qu'on l'a relancé en marketing automation et que finalement il a fini son onboarding là-dedans. Donc on a beaucoup de data à la fois dans les outils d'analytics, donc Google Analytics, on utilise beaucoup Clarity sur les derniers projets, le dernier outil de Microsoft sur l'analytics, qui permet vraiment faire du suivi cartographique des usages, du Hotjar et évidemment pour pareil les usages, mais ça suffit pas, ouais, sur la partie data. Donc on enregistre beaucoup de logs dans la base de données SQL au final que l'on a développé, et pour ça bah on utilise un super outil qui est Metabase, je sais pas si tu connais, qui est Oui. maintenu par Microsoft. C'est un outil de reporting, c'est un SSRS, SQL Server Reporting Services, mais beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Voilà, on fait une pauvre requête SQL et on la publie au chef de projet ou au web marketing qui est capable de voir le contenu de la base de données sans avoir passé trois semaines à développer un back office, parce que c'est pas dans un premier temps, notre métier c'est pas de faire des back office pour que le marketing puisse traquer ça. Donc là, c'est de l'analytics. Et puis, si vraiment il y a des utilisateurs en interne qui ont besoin de modifier, d'administrer des données, on leur crée des petites power apps basiques. Et puis, voilà, ils vont pouvoir aller modifier les tables de référence, des choses comme ça. Maintenant, power apps, ça suffit pas. Il y a un autre outil qu'on utilise beaucoup, enfin c'est une solution, une startup américaine qu'on utilise beaucoup, c'est et ben j'ai un gros Contentful, qui est Oui. un CMS API. Donc finalement, on génère nos entités dans le Contentful et elles sont exposées par API qu'on intègre dans nos fronts. Donc ça peut être pour des articles de blog, mais pas que, parce que c'est complètement flexible. Donc, et ça, c'est très simple. Comme ça, nos back-office vont gérer les données dans Contentful avec les interfaces de Contentful et elles sont publiées automatiquement par API dans nos fronts. Donc, on gagne énormément de temps là-dessus aussi sur la gestion de contenu. Airtable aussi est notre meilleur allié, qui est un super outil. Je sais pas si tu connais, c'est une sorte de Oui. Excel slash Access en ligne. C'est top pour faire pas du no-code, mais du low-code sur certains sujets. Ça nous sert même de back-end, voire de back-office, de base de données pour des tout petits projets que l'on est capable de sortir très rapidement. On fait la partie front et puis toute la partie stockage est gérée par Airtable, ce qui permet à des utilisateurs en interne d'aller modifier les données et qui sont exposées, consommées et enrichies par nos utilisateurs. Donc ça, c'est voilà. On a bien sûr exploré les possibilités no-code. C'est clairement utopique dans notre métier, mais par contre, faire du low-code quand on est en MVP, c'est primordial. Et donc, c'est jouer finalement avec différents outils. Développer, c'est bien. Assembler, c'est beaucoup plus rapide. Et donc, moi, mon job au quasi quotidien, c'est d'aller voir les devs en leur disant comment se passer de développement.
ce qui est un peu contre nature pour eux, mais de leur donner des outils pour éviter d'avoir à réinventer la roue, redévelopper ce qui a déjà été développé maintes et maintes fois, parce que forcément, quand on va s'interfacer avec un outil spécialisés dans un domaine, bien ils seront bien meilleurs que nous ce qu'on pourra développer en faisant un pauvre copycat de ce qui existe. Hein. C'est comme si on disait, on va redévelopper l'envoi des SMS en s'interfaçant avec les opérateurs. Je l'ai fait dans une de mes startups en 2003, un truc comme ça. Aujourd'hui, c'est clair que avec un Twilio, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Zapier est un grand partenaire aussi pour nous, c'est-à-dire que dès lors qu'on a un petit peu de workflow, on va interfacer ça avec Zapier, ça nous évite d'avoir à coder tout ça. Mais ça va même dans le code, hein, c'est toujours une balance entre le développement et la partie donc outils partenaires et la partie infrastructure. Je reviens sur l'outil partenaire, mais je préfère payer 50 balles par mois à un Zapier plutôt que le développeur essaye de redévelopper un Zapier. Ça va prendre 20 jours, ça va coûter 10 000 balles, alors que pour 50 balles, j'ai un truc qui marche out of the box. Voilà. Et puis sur la partie infrastructure, c'est pareil, on peut avoir des avantages à simplifier le dev en utilisant des moyens d'infrastructure très classiques. Je pense à Hangfire. J'ai eu des devs qui m'ont pompé l'air à intégrer plein de Hangfire. C'est un scheduler intégré dans une application .NET, ASP.NET. Ce qui est un peu contre nature, hein, à mon sens. Et donc, c'est complexe et on a eu plein de problèmes, alors que finalement, faire un comptable sur une VM Linux, c'est vite fait, où il y a des outils de scheduling qui invoquent un endpoint sur notre API, et puis ça marche aussi bien et avec une fiabilité à toute épreuve. Donc voilà, c'est ça, mon métier, c'est de dire aux devs de ne pas faire trop de dev. Un CTO qui dit aux devs de ne pas faire trop de dev. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est en phase de MVP. Après, évidemment, les startups, quand le produit prend, on recrute un CEO, un CTO et puis s'approprient le produit. Ils en font un petit peu ce qu'ils veulent. Moi, je leur apporte mon expérience là-dessus, mais après, ils sont bien sûr autonomes. Ok. Donc, du coup, en mot de la fin, oui, si vous cherchez pas forcément à recruter des développeurs, mais c'est plus des porteurs de projets qui vont aller bien au-delà de juste écrire du code. C'est vrai que c'est peut-être un peu arrogant, mais on n'a pas trop de complexité à recruter des devs. J'ai beaucoup de copains start-upers ou entrepreneurs à Rennes ou à Paris qui ont beaucoup de mal à recruter des devs. Mais on a une fiche de poste assez sympa, des technos sympas. Le fait d'être beaucoup sur du build plus que du run, ça plaît à pas mal de devs. Donc, on a pas mal de candidatures. On a la chance en plus d'avoir des locaux super. Tu es déjà venu 2-3 fois chez nous, en plein centre de Rennes. Donc, recruter des devs, c'est pas une problématique chez nous. Nous, c'est plutôt recruter des porteurs de projets, donc des gens qui vont s'approprier l'idée qu'on en a eu d'une startup, se l'approprier, la faire shifter probablement, et faire grossir cette boîte. Donc, on fonctionne sur un binôme CEO-CTO. Donc, on recrute d'abord un CEO. Donc, c'est quoi un CEO? C'est quelqu'un qui a une fibre business digital, évidemment, mais business avant tout. Et le CTO, ça va être le pendant, une fibre technique avant tout, mais avec une grosse fibre business aussi, parce que c'est ça qu'on essaie d'inculquer. C'est le code, c'est pas une finalité, c'est un moyen. Faire du business, c'est pas un gros mot. L'objectif, c'est pas de faire de l'argent à tout prix, mais l'argent, c'est du carburant pour faire des choses plus sympas, des produits qui correspondent mieux aux besoins des utilisateurs et des équipes qui s'éclatent forcément avec des moyens sympas. Super. Donc voilà, on recherche plutôt des porteurs CEO/CTO avec grosse fibre business et digital, et donc croissance, ROI et utilisateurs.
Super. Écoute, merci beaucoup Nicolas pour ce retour d'expérience avec plein d'éléments justement très pragmatiques, très terre à terre sur comment vous faites chez Unity pour créer des nouvelles startups et pour grossir ces projets-là. Merci beaucoup. J'espère te retrouver très prochainement en physique à Rennes. Avec grand plaisir, ouais. Voilà, Au lors d'un événement à Paris, mais ça nous manque, ouais, clairement. exactement. Merci à toi pour cette invitation. Merci beaucoup. Et pour ceux qui nous regardent, je vous invite à vous renseigner si vous voulez avoir plus d'informations sur Unity sur tout simplement www.unity avec 2e.io comme c'est écrit après le prénom de Nicolas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Startup Brunch. Salut.